Merci, et merci pour votre présence et merci pour votre patience. Et bien donc, comme je le disais, 20 minutes pour parler des enjeux du brand content dans un univers B2B, sans avoir l'ambition d'être complètement exhaustif, quelques idées, quelques messages, quelques pratiques, voilà. Et un bon challenge, d'autant plus que je vais évidemment prendre quelques minutes pour vous parler de nous. Rassurez-vous, c'est le seul slide dédié à notre positionnement. Ensuite, on va entrer dans le vif du sujet. En quelques mots, le groupe B-Media auquel nous appartenons, c'est un groupe qui a été créé en 2013, par Nicolas Bétou, qui était le patron des rédactions du Figaro, puis patron des rédactions des Échos, qui a créé l'Opinion en 2013, qui ensuite s'est rapproché, a racheté le groupe l'AGFI. Donc d'abord l'Opinion, le quotidien papier, l'Opinion, que vous connaissez sans doute. L'AGFI, que tout le monde ne connaît pas forcément, qui est plus ancien, c'est un groupe le leader de la presse financière professionnelle B2B. Et donc en tout, on est 140, 150, 80, 100 journalistes. Hein. Et puis, nous avons créé le pôle brand content du groupe il y a un an, B-Content. Et bien, nous accompagnons donc les marques dans la définition de leur stratégie de contenu, la conception d'une stratégie de contenu à travers des prestations d'analyse concurrentielle sur des thématiques données, dans des secteurs donnés, définition de persona, charte éditoriale, accompagnement éditorial et également une approche très média, comités éditoriaux, ainsi bien sûr que la création de contenu. On a l'expérience de la création de livres blancs, de magazines, de rapports RSE, print ou digitaux, de vidéos, interviews, reportages, motion design, podcasts. Événements, au sein du groupe, on organise à peu près une cinquantaine d'événements par an. Donc on a également une capacité à créer des événements multi-annonceurs ou dédiés, évidemment. Voilà en quelques mots notre positionnement. J'en ai fini et j'entre dans le vif du sujet. On a identifié 5 partis pris qu'on voulait passer en revue et pour chacun d'entre eux illustrés par des exemples de réalisation. D'abord, l'idée que le B2B doit s'inspirer du B2C. Et évidemment, il y a un historique des moyens mis en œuvre dans l'univers B2C qui sont bien plus grands, et donc une capacité de créative bien plus grande dans le B2C historiquement. Et pourtant, en matière de B2B, évidemment, on a un objectif d'expertise, d'approfondissement, de rigueur, mais on a aussi un objectif d'attractivité parce que notre cible B2B, c'est aussi un consommateur, c'est un particulier qui, à l'occasion, qui tous les jours est confronté à des contenus B2C et qui doit retrouver la même qualité, la même créativité dans le B2B. Donc, s'inspirer du B2C. C'est par exemple la démarche qu'on a lorsqu'on crée des motion design sur des sujets plutôt sérieux comme la facturage, les crypto-monnaies. Voilà, on a créé un motion design à destination des directions financières de PME et ETI. Alors vous pouvez trouver sur notre compte Vimeo nos motion design si vous voulez jeter un coup d'œil. En matière de B2B, on a un enjeu qui est de traiter d'un sujet que souvent nos cibles maîtrisent bien elles-mêmes. C'est un enjeu qu'on connaît déjà dans la presse financière professionnelle, dans la presse professionnelle. Moi, j'ai un passé de journaliste financier, j'ai été pendant une dizaine d'années journaliste à l'AGFI. Eh bien, évidemment, c'était une question qu'on se posait lorsqu'on concevait le chemin de fer et qu'on rédigeait des articles pour notre hebdo, l'AGFI Hebdo. C'était comment intéresser un professionnel du private equity à un article sur le private equity. Qu'est-ce qu'on va être capable de lui apprendre? Il faut apporter la valeur ajoutée. Bon, de la même manière, même démarche en matière de contenu B2B que celle qu'on a quand on est journaliste dans la presse professionnelle,
apporter une valeur ajoutée qui fait qu'on va intéresser nos lecteurs, notre audience au contenu qu'on va créer. Alors, quelques pistes dans ce domaine d'expérience. Les chantiers réglementaires, les entreprises ont une nécessité absolue de se conformer à des réglementations et on peut suivre de véritables feuilletons réglementaires et c'est une source de contenu à bonne valeur ajoutée qu'on utilise beaucoup, une source à laquelle on a beaucoup recours. Deuxième piste, les retours d'expérience client, parce que bien évidemment, les enjeux de ces homologues intéressent nos cibles afin de se benchmarker, d'en tirer des enseignements. Donc, c'est un contenu qui, dans l'univers B2B, marche bien. Et puis également, la mise en perspective d'une actualité récente. Là, c'est un peu l'idée d'être le premier à offrir un décryptage d'un fait d'actualité majeur pour le secteur. Là encore, c'est un retour d'expérience de journaliste, c'est-à-dire la capacité à anticiper un événement, le mettre en perspective, voire même dans la presse quotidienne, la veille d'un événement qu'on a anticipé, analyser les attentes qu'on peut avoir d'un fait d'actualité, d'un événement. Bon, on peut, je prends en matière de création de contenu B2B, adopter la même démarche que celle encore une fois, d'un média qui va anticiper des événements pour apporter une analyse. Et puis, ça peut être une course de vitesse, c'est-à-dire que la capacité à sortir l'analyse avant les autres pour intéresser les cibles. Petite illustration du propos, la création d'un livre blanc récent qu'on a réalisé pour une société qui s'appelle Lazare Frères Gestion, sur l'épargne salariale à destination des DRH. Typiquement, Lazare Frères, ce n'est pas un cabinet de conseil, ce n'est pas un cabinet d'avocats, et c'est une société qui gère des fonds d'investissement, donc des supports d'investissement, supports d'épargne en matière d'épargne salariale. Il leur a paru intéressant de présenter d'une manière plutôt ludique, attractive, les différentes enveloppes en matière d'épargne salariale, d'apporter cette synthèse aux cibles DRH. Retour d'expérience, on allait interviewer le responsable de ces questions d'épargne salariale chez Michelin, et Michelin qui est un groupe qui est plutôt très avancé sur ce type de questions d'épargne salariale. Donc le retour d'expérience du responsable de l'épargne salariale chez Michelin, c'est évidemment une source d'information intéressante pour ces homologues qui souhaiteront adopter ces bonnes pratiques eux-mêmes. Donc c'est le type de contenu qu'on a glissé dans un livre blanc pour Lazare Frères sur l'épargne salariale, donc à destination principalement des DRH. Exprimer une opinion pour afficher son empathie, oui, parce que nos entreprises cibles, elles ont des enjeux de modèle économique, de contraintes réglementaires, de RSE, de relations clients, de recrutement. On identifie leurs enjeux, on prend la parole sur les enjeux de nos cibles pour démontrer une bonne capacité à les appréhender, afficher une proximité, de l'empathie et voire convaincre évidemment que les prestations hors livre vont prendre en compte leurs enjeux. Et je dis exprimer une opinion parce que quand on prend la parole sur un sujet, on ne peut pas se limiter à être factuel, à être neutre. Il faut aller un petit peu plus loin et exprimer une opinion. Là encore, petit retour d'expérience journalistique. Lorsque j'étais journaliste dans un magazine hebdomadaire, on recevait des papiers pour publication en tant que tribune. Eh bien souvent, les papiers qu'on recevait avaient deux défauts. Premier défaut, citer dans une tribune son entreprise, donc finalement avoir une démarche marketing. Donc c'est plus une tribune et c'est pas publiable. Et deuxième défaut, être tout simplement factuel, descriptif, sans expression d'une opinion, sans approche véritablement analytique. Donc, et de la même manière, c'est un type de contenu qui n'avait pas vraiment vocation à être publié en tant que tribune. Il faut savoir aller plus loin que le factuel, que la simple démarche pédagogique, mais d'exprimer une opinion.
Et exemple et contre-exemple, dans des contenus que nous avons produits ces derniers mois, le directeur général d'une filiale de Natixis qui s'adresse à ses clients assureurs, les assureurs face à de nouveaux défis. Donc, sa cible assureur se dit, il prend la parole car il a identifié nos enjeux. Ou une porte-parole, une experte de chez Bloomberg qui s'adresse à sa clientèle investisseur sur le besoin de données fiables en matière de changement climatique. Le contre-exemple, je me suis permis de cacher la marque, ça vient de chez nous également, mais ça me paraît intéressant de présenter aussi un contre-exemple. Voilà un porte-parole d'une entreprise qui prend la parole pour parler d'une offre, de produits au cœur de son offre. La cible n'a vraiment pas le sentiment qu'on prend en compte ces enjeux. Hein. C'est un peu dommage de prendre la parole pour simplement exprimer, simplement définir son offre. Donc c'est vraiment important, à mon avis, quand on prend la parole, de le plus souvent faire sentir à sa cible qu'on a pris en compte ces enjeux, qu'on s'intéresse à ces enjeux, qu'on n'est pas dans une démarche commerciale top-down. Des prises de parole incarnées, oui, ça paraît peut-être un petit peu banal, mais finalement, encore bien souvent, je trouve dommage que pas mal d'entreprises prennent la parole sur des sujets à travers des contenus sans qu'on puisse identifier un porte-parole. Oui, parce que précisément, alors en B2C, en B2B beaucoup plus qu'en B2C, la crédibilité de l'entreprise, elle repose en bonne partie sur la qualité des équipes. On le dit beaucoup. Enfin, typiquement, un cabinet d'avocats, c'est un exemple parmi d'autres, mais un cabinet d'avocats, la force d'un cabinet d'avocats, c'est l'expertise de ces avocats. Bon, mais c'est vrai dans beaucoup de métiers, et en particulier dans beaucoup de métiers B2B. Alors, cette crédibilité de l'entreprise qui repose sur la qualité de l'équipe, eh bien, on va d'autant plus la ressentir si les porte-paroles de l'entreprise prennent la parole. D'autant plus qu'en B2B, la relation est beaucoup plus personnelle, plus directe avec les entreprises clientes qu'en B2C. Bien souvent, nos clients nous parlent d'une relation intuitive personnelle qu'ils ont avec leurs clients. Les porte-paroles, ils ont vocation à rencontrer les clients. Les porte-paroles experts ou commerciaux ont vocation à rencontrer les clients. Donc, il faut renforcer leur légitimité à travers des prises de parole qui vont renforcer la légitimité de l'entreprise aux yeux de leur cible. Cette opinion, encore une fois, peut-être qu'elle vous paraît banale, mais elle ne va pas de soi. J'ai eu une discussion il y a 2 semaines avec une cliente qui me posait l'idée que certains messages devaient être portés par l'institution. Donc sous-entendu que certains messages ne devaient pas être des messages portés par des porte-paroles de l'entreprise, car ils ne devaient pas être considérés comme l'opinion d'un collaborateur, mais véritablement l'opinion, un message de l'entreprise. Donc finalement, dans son esprit, le fait de faire porter un message par un porte-parole allait dévaloriser ce message. Je ne suis pas absolument convaincu par cette idée. Je pense qu'au contraire, les messages portés par des porte-paroles légitimes au vu de leur statut ont plus de force et permettent encore une fois de légitimer un porte-parole, donc de légitimer l'entreprise. Deux exemples récents chez nous pour des clients. Bon, la prise de parole, la prise de parole de l'expert, directeur opération et technologie, qui nous parle de data, tandis que dans le même livre blanc, c'est un magazine en l'occurrence, le directeur de développement prend la parole sur la relation client. Donc, on fait en sorte d'identifier des sujets d'expertise, des sujets qui sont bien en phase avec le statut de chacun des
des porte-paroles. Ce qui marche pas mal également, c'est une vidéo qu'on a produite récemment, c'est le duo de porte-paroles qui montre leur complicité, leur complémentarité, leur capacité à travailler de concert pour le compte de leurs clients. C'est une vidéo qu'on a produite récemment dans notre studio. J'en profite pour dire que chez B-Media, on a un studio au sein duquel on a une capacité à produire des interviews vidéo, un studio qui a été mis en place il y a quelques mois, et une équipe dédiée donc pour produire de belles vidéos. Évidemment, en matière dans l'univers B2B, chaque entreprise n'a pas une clientèle, mais des clientèles. Chaque clientèle a, bien sûr, des enjeux professionnels qui lui sont particuliers, spécifiques, qui impliquent donc des thématiques de contenu spécifiques adaptées à chacune de nos cibles B2B, mais aussi des sources d'informations qui sont spécifiques, des médias entre autres spécifiques, donc des canaux de diffusion, des formats de contenu, des tone of voice adaptés. Donc la stratégie de contenu, elle doit prendre en compte toute cette diversité de thématiques, de canaux de diffusion, de formats, de tone of voice. Donc pour fonder une stratégie de contenu, eh bien, on doit en amont produire ce qu'on appelle les personas, que je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Alors, j'en profite donc pour donner un petit aperçu de ce qu'on a fait. On a pour une banque, une grande banque française, une grande banque à réseau française, on a produit 7-8 personas. C'est un exercice assez intéressant, il est tout à fait passionnant. L'idée, c'est de définir, là par exemple, c'est un promoteur immobilier. Alors, ce promoteur immobilier, quels sont ses enjeux ? Évidemment, en région parisienne, son enjeu, c'est détecter des opportunités générées par le Grand Paris. Donc, il faut lui parler de l'actualité du Grand Paris, de détecter, prendre le virage des nouvelles tendances en matière d'organisation du travail, du fait d'évolutions sociétales. On va lui parler du télétravail, de son impact sur l'immobilier de bureau, mais aussi de son impact sur le marché de l'immobilier résidentiel. Il y a un sacré impact également sur l'immobilier résidentiel du télétravail. Il a évidemment des enjeux en matière de stratégie de construction durable, donc il faut lui parler des enjeux énergétiques, de gestion des déchets, de préservation de la biodiversité en matière d'immobilier, d'innovation en matière de matériaux, des évolutions réglementaires, des coûts induits et des bénéfices. C'est un enjeu très fort que le rapport coût-bénéfice concernant l'immobilier vert. Donc, on a identifié, on a cartographié les thématiques sur lesquelles ce promoteur immobilier, on doit prendre la parole auprès de ce promoteur immobilier. Ensuite, on identifie ses sources d'information, c'est les lecteurs évidemment des Échos, les lecteurs utilisateurs de LinkedIn, de newsletters spécialisés, de médias spécialisés. Et donc évidemment, pour chacun de ces canaux de diffusion, on va produire des contenus spécifiques. En synthèse, auprès d'une cible, identification de thèmes, de canaux, de formats, de sujets. Et donc, pour être très très concret, la stratégie, la mise en œuvre de la stratégie de contenu, ce sera par exemple ici un blog sur le Grand Paris, des interviews vidéo d'acteurs du Grand Paris, des articles pédagogiques sur l'actualité réglementaire concernant l'immobilier vert, des séries de podcasts avec des promoteurs sur leurs enjeux. Voilà. Et j'avais envie d'être précis et concret pour illustrer le propos. Encore une fois, là je vais entrer moins dans les détails. C'était pour vous montrer quelques exemples. Encore une fois, on a fait 7-8 personas pour cette banque pour illustrer la cible commerçant profession libérale, l'exemple d'une pharmacienne, et avec la même démarche. Cette fois, je ne vais pas entrer dans le détail des sujets. Et puis, quand on parle de directeur financier d'une ETI, évidemment, les sujets sont assez différents. Donc,
il faut avoir une capacité à se plonger dans chacun dans les enjeux de chacune de ces cibles. Il y a un travail qui approfondi qui permet de fonder cette stratégie de contenu auprès de ces différentes cibles. En synthèse, en matière de stratégie de contenu B2B, combiner créativité et rigueur, définir des sujets et des angles à forte valeur ajoutée, comme dans la presse financière, comme dans la presse B2B, ne pas hésiter, voire, je dis ne pas hésiter, même exprimer des opinions, permettre aux porte-parole de gagner en légitimité au bénéfice de la marque, c'est vraiment pour leur bénéfice. Parce que là aussi, d'ailleurs, ce qu'on peut opposer à cette idée de permettre aux porte-parole de gagner en légitimité au bénéfice de la marque, je l'ai beaucoup entendu, c'est évidemment, si on permet à des porte-parole de gagner en visibilité, en crédibilité, on risque le débauchage. C'est effectivement un risque. Donc certaines entreprises ne souhaitent pas prendre ce risque. Et finalement, je pense que c'est un peu contre-productif. C'est-à-dire qu'il faut savoir prendre ce risque. Et effectivement, la marque, elle va s'appuyer sur des porte-paroles hyper légitimes, mais qui vont crédibiliser l'entreprise. Et puis évidemment, fonder une stratégie de contenu sur une connaissance fine des enjeux professionnels, de nos cibles, enjeux professionnels, donc qui vont se décliner en thèmes de contenu. Et donc nous sommes à 2 pas, donc je vous invite dans cet après-midi, demain, à nous rencontrer sur notre stand à 2 pas d'ici. Voire encore mieux, je vous invite à venir nous voir, prendre un café rue Bellini, à 2 pas du Trocadéro. On sera ravis de vous accueillir dans nos locaux.